ce placement en détention provisoire, vous le comprenez ou pas? Le placement en détention provisoire pour celui qui a tiré, qui a conduit au meurtre de Naël était justifié parce que c'était justifié au nom de sa propre protection. Là, en l'occurrence, je ne comprends pas pourquoi est-ce que ces policiers ont été placés en détention provisoire. Il y a pas L'un de d'entre risque. eux l'a été, hein. L'un d'entre eux l'a été, il n'y a pas de risque spécifique sur sa vie, il n'y a pas de risque que la personne s'enfuit également, donc il n'était pas nécessaire d'en arriver là. On a l'impression que les juges ont décidé, et c'est parallèle au communiqué du syndicat de la magistrature, de faire un exemple sur la personne en question. Moi, je pense que le point essentiel, et ça a été rappelé, c'est que les policiers, évidemment, doivent être irréprochables, mais ne sont pas des sous-citoyens. Ils ne doivent pas être traités comme des citoyens de seconde zone, dans la mesure où ils ont un contexte qui est particulier. Ils ont fait face, comme l'a rappelé le syndicat de police, à des émeutes sans équivalent, d'une intensité dépassant même 2005. Donc, il est possible, dans ce genre de situation, parfois de perdre pied légèrement ou d'arriver à se tromper. L'erreur est humaine. L'institution est irréprochable, mais l'erreur est humaine et ça peut arriver à tout le monde. C'est le premier élément. Le deuxième point, c'est que je pense que du côté de l'exécutif, il faut tenir un discours qui soit clair. On ne peut pas accabler un policier l'ordre du décès de Naël et ensuite après soutenir la police juste après et ensuite après éventuellement accabler la police. Il faut tenir le même discours, le en même temps à ses propres limites. Le troisième point que je vois, c'est que les policiers ont besoin de réponses qui sont beaucoup plus profondes. On n'arrive pas à des frondes uniquement parce que c'est l'exécutif. Il y a beaucoup d'exécutifs qui étaient bien pires que celui-là. Je parle des exécutifs notamment de François Hollande ou de celui de François Mitterrand notamment. Et pourtant, les policiers font maintenant grève et à l'époque de Castaner avaient déposé les menottes. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est beaucoup plus profond. Je pense qu'on accumule 30 à 40 années de déclin de la justice avec une certaine idéologie qui conduit à l'affaiblissement de la vocation du métier de flic. Quand vous êtes flic, vous ne le faites pas pour le salaire, vous le faites pour une certaine vocation. Lorsque vous le faites et que vous voyez ensuite, après une semaine après, le délinquant que vous avez attrapé être relâché, vous perdez sens et parfois vous perdez pied en disant que vous êtes un sous-citoyen et que si par cas vous faites une faute, vous irez en prison immédiatement. Que ce soit Gérald Darmanin, le problème, moi c'est ce que j'ai dit, c'est que les actes concrets, les moyens, si vous regardez d'un point de vue vraiment factuel, des moyens supplémentaires ont été accordés. En même temps, c'est normal, ils passent après Hollande. Donc forcément, en termes de déconstruction de la police, on est quand même parti assez loin. Le point essentiel, c'est est-ce que le président de la République est capable de tenir une ligne claire? Beaucoup de policiers vous disent on se sent déconsidéré après ses propos, après le décès de Naël. C'est ça qui a changé la donne. C'est-à-dire que pendant un moment, il avait mis Castaner et donc du coup, genou à terre, etc. Donc forcément, les policiers n'en voulaient pas. Il a remis un ministre qui était valable, donc comme Gérald Darmanin. Et ensuite, Emmanuel Macron a mis le trouble. Quelle est la ligne de l'exécutif sur la police et sur la justice? On a un doute et personne n'est capable de pouvoir dire, alors qu'Emmanuel Macron doit s'exprimer demain, quelle est sa ligne claire sur l'ensemble de ces sujets. Est-ce qu'il reste dans le même temps? Est-ce qu'il reste sur la loi et l'ordre? Ou est-ce que par cas, il va y trouver un nouveau dispositif? Le deuxième point sur lequel je veux insister, c'est je comprends la colère des policiers. Malgré tout, les policiers sont les gardiens de la paix, sont les représentants de l'État au niveau local et à l'ensemble de tous les niveaux. Ils ne peuvent pas faire de fronde parce que le message qui serait envoyé à l'ensemble de la population, c'est que si les représentants de l'État, les garants de l'ordre effectuent une fronde contre l'État, l'ensemble des délinquants, l'ensemble des Français seraient en capacité de le faire. Ils ont quand même un devoir d'exemplarité. C'est vrai qu'on leur demande beaucoup, mais ils ont beaucoup servi la France pendant très longues années. Ils ont vécu des périodes qui étaient très difficiles. On leur demande un effort supplémentaire si par cas l'exécutif est capable de répondre à leurs demandes. Réforme. Moi, je pense qu'il faut en faire une à minima, parce que de toute façon, le point qu'on souligne à chaque fois, c'est les policiers attrapent des délinquants et malheureusement, on n'arrive pas à les foutre en prison. Or, la police judiciaire est un maillon essentiel de ce point-là. Dans les statistiques que vous montrez, c'est à peu près ce qu'ils disent. En fait, c'est-à-dire qu'il y a une mauvaise répartition des moyens. C'est-à-dire qu'il y a des endroits, ils ont 300 enquêtes, il y a des endroits, ils en ont 16 à peu près. Donc, c'est à peu près ça le chiffre qui est donné. Donc, moi, le point, c'est que je n'ai pas en détail l'application de la réforme, parce qu'il y a la théorie et l'application concrète. Moi, je pense qu'il faut aller beaucoup plus vite, à la fois en termes de police judiciaire et également sur les moyens de la justice pour pouvoir accélérer les jugements, pour foutre les types en prison, là où ils devraient être. Parce que le seul moyen de prévenir la délinquance, c'est de faire en sorte que les types qui sont potentiellement délinquants ou qui ont déjà commis des crimes soient derrière les barreaux plutôt qu'en liberté. On a su mon Premier ministre, Gérald Darmanin. Moi, j'avais à peu près fait trois grandes options. La première, c'était de nommer un Premier ministre républicain pour élargir la majorité. Mais malheureusement, ni le président de la République ni la Première ministre ont réussi à élargir la majorité. Et ça veut dire qu'on va vivre la même situation qu'on a rencontrée depuis la réélection du président de la République, c'est-à-dire en situation d'instabilité permanente. Or, la France ne peut pas être en situation d'instabilité au regard des défis qu'on traverse, sur les questions économiques, sur les questions internationales, sur les questions d'ordre, etc. Le deuxième point que j'avais comme option, c'était de nommer quelqu'un, une personnalité extérieure qui faisait consensus, un peu comme Lagarde. La troisième option, si par cas Emmanuel Macron n'arrivait pas à attirer quelqu'un de l'extérieur ou quelqu'un d'une personnalité politique, je pense que le meilleur était Darmanin. Est-ce que c'était le meilleur il y a 6 mois ou il y a 1 an? Non. Par contre, la situation n'est plus du tout la même. Il y aura un avant et un après-émeute. Les Français veulent davantage d'ordre, de sécurité, et ils veulent que le gouvernement soit tenu, est un cap, est une direction.
Ce qu'on comprend des effectifs de police, c'est que même s'ils sont mécontents contre le gouvernement globalement, ils sont plutôt contents de Darmanin. C'est-à-dire que Darmanin est capable de convaincre des gens qui sont hostiles à la majorité actuelle. Le deuxième point, c'est que Darmanin, à la différence des autres, a une expérience d'élu local. Quand vous êtes élu local, vous êtes capable de délivrer rapidement et notamment de manière efficace parce que vous répondez solidement. Ludovic peut le raconter, en fait, vous répondez facilement aux demandes, etc. Et troisième point, c'est la question idéologique. C'est-à-dire que Emmanuel Macron a été élu par la droite en pompant les voix de Valérie Pécresse et il nomme quelqu'un, première ministre, qui vient de la gauche, qui est ancienne directrice de cabinet de Ségolène Royal. C'est comme si vous faites face à, vous êtes élu grâce aux voix de Marine Le Pen et vous nommez Mélenchon à Matignon. Ça n'a strictement aucun sens. Donc Emmanuel Macron doit comprendre le résultat du pays. Il s'est déjà mis en décalage par rapport aux Français lors des dernières élections législatives qui lui a conduit à avoir cette majorité relative. Maintenant, il doit se mettre davantage en face et le pays est encore plus à droite qu'il y a un an et lui met des gens encore plus à gauche qu'il y a un an. Oui, je crois que vous l'avez dit, je suis d'accord avec vous. À la veille de la Coupe du Monde de rugby et les JO, Darmanin a fait son boulot. Il est salué par les syndicats de police. Ils disent tous que c'est un bon ministre. On ne peut pas le remplacer, c'est impossible. On a trop de risques avec la Coupe du Monde de rugby et avec les JO. Donc ils vont le laisser en place pour assurer le minimum de sécurité. Mais son objectif... Mais tu aurais mis qui à la place? Mais c'est pas pour ça qu'il a pas... Mais non, mais c'est pas pour ça qu'il a pas. Non, mais si vous, la ministre de l'Intérieur, il y a plein de types chez LR qui accepté de venir. Mais non, mais les LR ne veulent pas y aller, c'est fini les LR. Mais les LR, c'est fini. Non, mais attendez, c'est pas ça la question. C'est pas ça la question, c'est que c'est pas Darmanin. Non, mais là, on retourne le truc. C'est pas Darmanin n'a pas été nommé à Matignon pour le garder à l'intérieur. C'est que la majorité ne voulait pas de lui à Matignon parce qu'il était trop à droite. C'est ça le sujet. Mais la réalité de cette prise de parole, William T, pourquoi est-ce qu'il reparle? Je pense que l'intervention de vendredi était nullissime. Elle servait strictement à rien. Voilà, faut le dire. Emmanuel Macron nous a plutôt, on pouvait être pour ou contre son logiciel politique, mais il a toujours été habile politiquement de 2017 à 2022. Je pense qu'il commence à perdre pied depuis sa réélection. On le voit depuis les élections législatives. On le voit notamment qu'il est en décalage à tous les niveaux, que ce soit sur la réforme des retraites, que ce soit sur les émeutes, sur l'attitude à adopter par rapport aux policiers qui a conduit aux morts de Naël. Donc il est en décalage complet. Moi, j'attends de lui qu'il se remette en marche, c'est-à-dire qu'il est en capacité de pouvoir délivrer sa vision. Je pense que personne n'est capable de pouvoir dire quel est le projet politique réel d'Emmanuel Macron à l'heure actuelle pour les 4 prochaines années. On a un projet politique loi par loi, cas par cas, mais on n'a pas une vision globale. Quand il dit qu'il faut faire l'indépendance à quel niveau? Est-ce qu'il veut faire l'indépendance pour que la France soit le premier pays d'Europe devant l'Allemagne? Est-ce qu'il veut faire en sorte de rompre nos dépendances au niveau énergétique, au niveau agricole avec les autres pays? Et dans ce cas, ça se traduit en propositions concrètes et en termes de mesures concrètes. C'est le premier point. Le deuxième point, j'espère que cette allocution lui permettra de donner et de replacer une sorte de récit national. Où est-ce qu'il veut nous embarquer en termes de pays, en termes de destinée dans les années à venir? C'est un président qui est jeune, il doit avoir de la vision, il doit imaginer ce que c'est que le monde dans les 20 à 30 ans. C'est ce que faisait le général de Gaulle. Là, il part en Indo-Pacifique, il part en Nouvelle-Calédonie. L'Indo-Pacifique est la zone la plus clé de notre temps. C'est là où les États-Unis se concentrent désormais. Ça va concentrer 50% du PIB mondial dans les 20 prochaines années. Il y aura 4 milliards de personnes qui vont atteindre le niveau de la classe moyenne. Est-ce que la France est capable d'adopter une politique, s'il veut, de réindustrialisation, de commerce extérieur, pour pouvoir séduire ces personnes-là, pour qu'ils achètent du Made in France, pour qu'on puisse gagner de l'argent avec cette stratégie? Et enfin, troisième point, j'attends lui une vision internationale, c'est-à-dire est-ce qu'il est capable de pouvoir mettre en place et de déterminer une stratégie qui a été très floue, notamment sur une grande partie des enjeux. Bah oui, mais c'est le président de la République qui doit pouvoir délivrer tout ça, notamment sur la question de la guerre en Ukraine, alors qu'il a beaucoup oscillé entre les différentes statures depuis un an. Moi, je pense que personne n'est capable de dire quelle est sa position sur l'Ukraine. Voilà. Qu'il fait tout pour avoir le moins d'audience possible et que son message ne soit pas diffusé. En réalité, c'est assez étrange, non? De toute façon, comme le disait le grand-père de Martine Aubry, je crois que c'était qui disait ça, c'était plus c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Quand c'est flou, il y a un loup. Quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. C'est que vraisemblablement, il ne veut pas s'exprimer sur le sujet essentiel qui le terrorisme, parce que ça signe la fin du en même temps. C'est la question des émeutes. Vous ne pouvez pas être à la fois sur une politique d'ouverture, comme le disait Gérard Collomb, côte à côte, et en même temps faire face au face-à-face. Ce n'est pas possible. Il faut trancher sur les deux. Vous ne pouvez pas être à la fois pro-force de l'ordre et en même temps mettre un genou à terre comme Castaner. Ce n'est pas possible de faire les deux en même temps. Donc, il doit choisir. Le problème, et monsieur le sait très bien, c'est qu'il y a plusieurs camps dans la majorité. Il y a beaucoup de personnes de l'aile gauche qui ne veulent pas entendre de ce discours, comme ils n'ont pas voulu de Gérald Darmanin. Et donc, le président de la République ne veut pas choisir. Et c'est pour ça, depuis le début, qu'on a un problème. Il ne veut pas arriver à une coalition avec LR parce qu'il a peur de son propre camp, il a peur de faire de choix. Emmanuel Macron est arrivé en politique, et c'était sa force essentielle, qui est arrivé sur la disruption. Il est en capacité notamment de disrupter le champ politique, qu'on soit pour ou contre. Là maintenant, Emmanuel Macron qui devient
en retrait, une sorte de Jacques Chirac 2002. On n'en veut pas. Il ne sert à rien comme un Jacques Chirac de 2002. Donc, il doit reprendre l'initiative. Mais le problème de prendre l'initiative, ça demande des mesures qui sont fortes. Est-ce qu'il est capable, éventuellement, de repartir à la conquête des territoires perdus de la République? Est-ce qu'il est capable de proposer la destruction de toutes les cités, de faire la guerre aux trafiquants de drogue, de faire la guerre à l'islamisme dans les quartiers pour faire en sorte que ce soit un territoire, une France et une seule loi, plutôt qu'un territoire avec deux lois, celle de la France et celle des territoires perdus de la République, auxquels des 6 millions de Français vivent de plus en plus sur cette nouveau joug, auquel on a des fêtes parallèles, je ne sais quoi d'autre, quelle défiance par rapport à l'autorité de l'État. On ne pourra pas continuer comme ça très longtemps. Donc il faut siffler à la fin de la récré. Justement. Et le seul capable de le faire, c'est le président de la République. Est-ce qu'il aura le courage de le faire? C'est la question qu'on se pose. Justement, Emmanuel Macron, parce que l'opposition de droite, notamment, dit cela. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il est dépassé par les événements? Moi, je pense qu'Emmanuel Macron a été plutôt habile, et je n'étais pas d'accord avec tout son projet politique entre 2017 et 2022. Là, je pense qu'il est véritablement en décalage. Hormis sur les questions internationales, où il est plutôt avant-gardiste, avec Zelensky, la guerre en Ukraine, et parfois sur sa déclaration sur la Chine et sur Taïwan, il est en décalage complet sur la situation intérieure. Et c'est normal que les Français l'ont mis en minorité lors des élections législatives. Depuis ce moment-là, il est perdu parce que tout simplement sa méthode verticale jupitérienne n'est plus adaptée à une majorité relative. Lorsque vous êtes en majorité relative, vous êtes non pas sur un système français classique de monarque républicain, vous êtes sur un système à l'allemande de coalition, de faire des propres projets. Or, ils ne peuvent pas faire de projet avec la NUPES parce que de toute façon, avec la NUPES, ce n'est pas possible. On ne peut pas imaginer une coalition Macron avec Mélenchon. Donc, il reste une seule coalition possible, c'est Macron avec les Républicains. Et sur cette coalition, est-ce que sur l'ensemble des priorités dressées par Ciotti, Wauquiez et compagnie, ils sont capables de se mettre d'accord sur l'économie, le redressement industriel de la France, l'immigration, la sécurité, comme le rappelait Ludovic, la question de le principe d'effectivité des peines et effectivité des décisions judiciaires. Sur l'ensemble de ces décisions, il y a un problème parce que son propre camp à Emmanuel Macron n'est pas d'accord. Il n'y a pas d'accord entre les Républicains et Darmanin. Entre la gauche et la droite de la Macronie, il y a des divergences importantes. Mais moi, je pense que Darmanin a quasiment le même texte qui est proposé par Ciotti et par Retailleau. C'est le même texte, quasiment. Ils sont quasiment d'accord sur tout. Vous verrez, si Darmanin se lance à une élection nationale, ils proposeront exactement le même projet. Sur l'économie, Bruno Le Maire est parfaitement d'accord avec ce que propose Ciotti ou ce que propose Valérie Pécresse. Le problème, c'est à Macron de siffler à la fin de la récré dans sa propre majorité, parce que vous avez des brebis galeuses qui pourrissent la vie de tous les Français. Notamment, je pense à quelqu'un, le président de la commission des lois, j'ai oublié son nom, mais c'est lui qui bloque. Brebis galeuses, non, on n'est pas. Mais si, c'est ça. On n'est pas obligé de qualifier un député quand même. Enfin, non, mais je vais expliquer pourquoi. Non, mais je vais expliquer pourquoi. Ça va être très bien. Vous me tendez la perche. C'est-à-dire que 70% des Français veulent des mesures fortes sur l'immigration, notamment sur les propositions des Républicains. Or, vous avez un seul homme pour son ambition personnelle qui bloque le projet, notamment de Darmanin. Et maintenant, vous avez dans l'article que vous avez dans le Parisien. Brebis galeuse, c'est un député. Il doit être respecté pour sa fonction et en tant qu'homme. Vous avez le Parisien qui donne dans l'article que vous citez que des gens veulent s'opposer à Darmanin, non pas parce qu'ils ne sont pas en désaccord avec lui, c'est parce qu'ils sont en désaccord avec lui sur sa carrière politique. Il faut qu'on marque une pause, William. L'histoire de la droite alliée à l'extrême droite, une droite radicale, ça arrive avant les élections européennes. Il y a déjà des pays qui ont basculé, on pense à l'Italie récemment. Il y a un risque de voir l'Union européenne basculer, elle aussi, le Parlement européen basculer? Nous, on suit dans le think tank Le Millénaire, on suit souvent ce type d'élection. On avait couvert l'Italie, là on couvre l'Espagne, on sort rapport dessus. Il y a plusieurs dominantes que vous devez voir. En fait, il y a deux types d'extrême droite. Vous pouvez appeler ça droite nationale, extrême droite, ça peut en fonction des gens. Vous avez celle de Zemmour, donc qui est plutôt libérale et très conservatrice sur les questions de société, et celle de Marine Le Pen, qui est plutôt populiste, sociale et plutôt ouverte sur les questions de société. Ce qu'on voit en Europe, c'est que c'est plutôt la ligne de Zemmour qui l'emporte, notamment en Italie avec Giorgia Meloni, en Espagne avec Vox. Et ensuite, après, si Vox n'est pas majoritaire, c'est tout simplement aussi en Espagne parce que la droite, le Parti populaire, a repris les thèmes de Vox. C'est comme ça qu'ils sont montés haut dans les sondages. Et donc, ça pose plusieurs questions. En Europe, c'est quelle coalition est désormais dominante? Comme l'a dit Harold Iman, c'est davantage la coalition autour de Meloni, autour des valeurs conservatrices, c'est-à-dire Orban, Meloni et potentiellement ce qu'on a en Suède, etc., qui pourrait dominer la nouvelle droite et donc ce qui serait le visage de la nouvelle droite européenne. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est les conséquences que vous pouvez tirer pour la France. C'est-à-dire que si vous mettez, on a eu le débat par exemple sur quelle est l'attitude des Républicains. Les Républicains sont aussi, depuis l'élection d'Emmanuel Macron, sur est-ce qu'il faut davantage se rapprocher du centre, donc d'Emmanuel Macron, ou est-ce qu'il faut davantage aller à droite? L'exemple espagnol, l'exemple en Suède, l'exemple en Italie montrent que lorsque la droite est faible, elle se fait déborder par son extrême droite. Et au contraire de l'Espagne, lorsque la droite est forte, ils font un peu le même modèle que Sarkozy en 2007, c'est-à-dire qu'ils braconnent et ils siphonnent les électeurs. Et donc ça pourrait avoir même une importance, même en France. Par exemple, si vous êtes à la place de Éric Ciotti ou Laurent Wauquiez aujourd'hui, est-ce que vous vous dites que vous continuez avec La République En Marche et potentiellement à soutenir quelques textes comme l'immigration, les retraites, ou est-ce que vous vous dites que vous mettez en opposition la plus complète
pour essayer de braconner les électeurs d'Éric Zemmour et de Marine Le Pen. Il semble avoir tranché. Catherine a parfois, souvent même, trop souvent, des conséquences dramatiques pour la société. Oui, malheureusement, et votre journaliste l'a très bien rappelé, il y a eu très nombreux cas où les Français ont été surpris que des personnes qui souffraient d'autant de problèmes puissent être en liberté. Le point de faire société, c'est de faire société ensemble lorsqu'on respecte des règles communes. Lorsque vous souffrez de tels troubles, est-ce que vous pouvez être davantage en meilleure situation à l'extérieur que être en soins? Il y a un chiffre qui est plutôt marquant. Avec la crise sanitaire que nous avons traversée, avec les confinements et donc ses effets qui a conduit à des problèmes psychologiques, des problèmes psychiatriques qui étaient très importants, on n'avons pas augmenté le nombre de lits en psychiatrie. Je vais donner un chiffre. En 1970, parce qu'il n'y a pas les médecins, il n'y a pas les psychiatres pour. Mais justement, on va y arriver. Oui. On va y arriver sur pourquoi. Il y avait 120 000 lits en 1970 et maintenant nous avons que 50 000. Et pourtant, les problèmes qui sont décrits en termes de dépression, en termes de troubles psychiatriques, etc., sont de plus en plus importants. Moi, je pense que la politique doit permettre de coller à l'évolution de la société. Ce qu'on voit, c'est qu'on a une société qui est ultra violente, avec une société qui est malade, avec de plus en plus de gens qui souffrent de problèmes. Pourquoi est-ce que notre politique de soins n'est pas adaptée à cette évolution de situation? Si nous voulons faire face aux différents faits divers qui deviennent des faits de société, la psychiatrie, notamment, peut être un outil de prévention aux crimes et aux délits qui sont causés de manière trop quotidienne, qui permettra de désengorger les effectifs en matière de police et en matière de justice. Donc on sera prêt pour ces JO. C'est une question qu'on se pose beaucoup, évidemment, parce que c'est l'image de la France qui est en jeu, au-delà des questions de sécurité qui sont déjà des questions extrêmement importantes. Moi, je pense qu'on n'est pas actuellement prêt, qu'on n'est pas sur la bonne dynamique. C'est peut-être un prolongement des courbes pour savoir si vous serez prêt. Par contre, on ne pourra pas se faire humilier comme à la finale de la Ligue des Champions. Il est hors de question que notre pays millénaire, qui a bâti, qui avait des personnalités comme De Gaulle, Napoléon, etc., qui sont connus dans le monde entier, se fasse humilier sur l'organisation des Jeux Olympiques. On est sur le centenaire de nos Jeux Olympiques. C'est-à-dire que la dernière fois qu'on a été organisé, c'était en 1924. Et là, on est sur le centenaire. Donc, c'est une exposition qui est inédite. Il est hors de question que les spectateurs du monde entier voient les faiblesses de la France, voient les faiblesses notamment de Paris et de sa mère, et qu'on soit encore à la risée du monde entier. Donc moi, j'appelle 10 septembre à un sursaut pour faire en sorte que ce soit possible. On a été en capacité de créer un vaccin en moins d'1 an. On a été en capacité de mobiliser des fonds records après les émeutes pour pouvoir reconstruire, pour pouvoir foutre des délinquants en prison, des choses qui étaient inédites et qu'on n'était pas en capacité de faire. Donc, si par cas on a de la volonté politique, on sera en capacité d'être prêt pour les Jeux Olympiques. Mais seulement, ça appelle davantage de préparation, ça appelle à un sursaut notamment de la maire de Paris, mais même un éclair de lucidité pour cette personne-là. Et ensuite, après, sur les différents échelons, qu'on soit en capacité de pouvoir avancer beaucoup plus vite. Normalement, les Jeux Olympiques ne peuvent pas être un fardeau pour les Parisiens, mais doivent être une source d'opportunité, comme pour les gens qui sont actuellement recrutés en sécurité. Ça veut dire que ça doit être comme une aspérité. Moi, j'ai fait la ville de Pékin et la ville de Londres après les Jeux Olympiques. Tous les habitants vous racontent que les JO sont une source d'opportunité. Ça vous permet d'avoir plus d'infrastructures, d'avoir plus de biens publics et de vivre dans des meilleures conditions après les JO qu'avant les JO.